Bonsoir à toutes et à tous, c'est les 20h du lundi 27 avril 2026 sur la RTNC. Et dans l'actualité ce soir, encore des vies fauchées sur la route. Ce matin, la matinée de ce lundi 27 avril 2026 a viré au cauchemar à Lubumbashi, au quartier Matipicha, près du marché Mimboulou. Un accident de circulation d'une extrême violence a sémé la mort et la panique. Plusieurs personnes ont péri, d'autres grièvement blessées, laissant derrière elles des scènes de désolation insoutenables, une tragédie de plus qui relance l'alerte sur l'insécurité routière. On en parle dans un instant dans ce journal. Les états généraux des postes et télécommunications, la RDC passe à la vitesse numérique, une rencontre stratégique pour renforcer en profondeur le secteur, relancer la poste, améliorer la connectivité et propulser les pays vers la mission, encore la vision RDC Digital Nation 2030, des assises lancées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. On y revient également dans un instant dans ce journal. Et les grands angles de ce soir fait un focus sur Kinshasa, où trouver un logement décent relève parfois du miracle. Entre loyers qui grimpent et pénurie des logements sociaux, les Kinois construisent où ils peuvent et vivent souvent les uns sur les autres. Promiscuité, insalubrité, urbanisme à l'improviste, jusqu'où ira cette cohabitation forcée. Ce soir, immersion totale dans les quotidiens serrés, alors très serrés des Kinoises et Kinois. Bienvenue à tous, j'en parlais tout à l'heure dans le titre, Lubumbashi sous les chocs, un accident meurtrier de circulation s'est produit dans la matinée au quartier Matipicha. Les bilans est encore provisoire d'une dizaine de morts. On en parle dans ces reportages. Un camion de marque Volvo immatriculé 4342 AT05 a causé la mort d'homme ce lundi 27 avril 2026 en début de matinée non loin du marché Mimboulou. Venant du côté Kasumbalesa vers le centre-ville, ce camion contracté déjà vers la Fourrière est allé finir sa course dans un arbre planté dans l'enceinte de la paroisse Béthanie de l'église méthodiste unie, fauchant au passage quelques personnes. Informé, le gouverneur de province intérimaire Martin Kazembe Choula a dépêché sur les lieux le ministre provincial de transport. Georges Mbabouni a visité les lieux du drame avant d'aller à Agapao Sainte Maternity où 3 victimes sont internées. L'une d'elles a relaté le fait. Justement, quand vous dépassez légèrement, il y a des dames qui vendent des avocats tout au long de la rue. Donc on a seulement entendu un bruit derrière. C'est seulement un camion. Je ne sais pas si le moteur s'est emballé ou il y a eu un dysfonctionnement dans le système de freinage. Alors il est venu, il a ramassé les gens. Donc sur notre trajectoire, moi aussi j'étais là. Le ministre est allé ensuite à la morgue Upemba de la rue 8, commune de Katouba, où 3 corps inertes attendaient leur mise au frigo. À l'hôpital Jekamine Sud, 3 cas sont en traitement et un corps à la morgue. La dernière personne est celle qui est internée à la clinique Le Jourdain. Le ministre provincial de transport, Georges Mbabouni Mbao, est allé au commandement PCR ville de Lubumbashi pour avoir plus d'informations. C'est ici qu'est gardé le chauffeur du camion. Ce dernier a donné sa version de fait. Pendant que j'étais au volant, j'ai reçu un coup de fil. J'ai cherché à vérifier, c'est lui qui m'appelait pour savoir si c'était mon patron ou bien quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là que j'ai perdu le contrôle du volant et le pire est arrivé. Cet accident a causé officiellement 4 morts et 7 blessés, comme explique le ministre provincial de transport, Mbabouni. On est parents, on a de la peine à faire un bilan sur les morts, mais que voulez-vous, c'est déjà arrivé. Nous pensons que nous allons beaucoup plus nous atteler sur ceux qui sont maintenant en vie, qui peuvent être récupérables. Et nous sommes en train d'encourager tous les corps soignants, les médecins à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour que tous ces cas répertoriés ainsi puissent être convenablement pris en charge. Et je crois que lors de notre rapport que nous allons donner à notre hiérarchie, ceci va être reçu avec un bon écho. Partout où il est passé, Georges Mbabouni Mbao a encouragé les accidentés ainsi que les familles des victimes et leur a rassuré du soutien et de la compassion du gouverneur de province intérimaire Martin Kazembe Choula. La bataille diplomatique est lancée et la diaspora monte en première ligne, mobilisée pour soutenir la candidature de la RDC au secrétariat général de l'OIF. Les Congolais ont porté les plaidoyers jusqu'au Luxembourg avec des signaux jugés encourageants. D'autres précisions dans ces reportages.
Et ce soir, je vais tout de suite aller à la recherche de Madame Lumumba. La candidate de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, Juliana Lumumba, peut compter sur Marsdi Bartolomeo, vice-président du Parlement luxembourgeois. Par ce plaidoyer, c'est la diaspora congolaise bien motivée et engagée qui participe positivement à la vie de la nation. Dorley Matumona a conduit une délégation de la diaspora congolaise et de la Ligue de patriotes congolais au Grand-Duché de Luxembourg, pays membre actif de l'OIF. Des échanges nourris avec Marsdi Bartolomeo ont porté aussi sur l'agression rwandaise, l'urgence humanitaire dans l'est du pays et la justice pour les victimes. Nous avons parlé sur 3 questions qui touchent la communauté congolaise, notamment l'insécurité à l'est, aussi le soutien à l'aide humanitaire. Également, nous avons parlé de la candidature de Juliana Lumumba. Nous avons trouvé quelqu'un très sympa et nous estimons qu'il nous a écoutés. Ici, c'est la diaspora congolaise en compagnie de la Ligue des patriotes congolais représentée par Jonathan et Madame Sarah, Madame Lila et Madame Catherine. Voilà. Une prise de conscience de la diaspora de plus en plus accrue qui profite à la mère patrie. À Kinshasa, avoir un toit, oui, mais à quel prix? Entre loyer élevé et manque de logements sociaux, les Kinois construisent parfois là où même les plans d'urbanisme n'osent pas s'aventurer. Résultat, promiscuité et débrouillardise au quotidien. Une réalité serrée, alors très serrée à découvrir avec Mireille Ndeke. Suivez. Les difficultés du loyer à Kinshasa inspirent aux gens des solutions parfois dramatiques. On se soucie peu du terrain de construction ou encore moins des dimensions de maisons à louer, peu importe les conditions et les conséquences qui en découlent. Si seulement on disait pour rester seulement les petites maisons comme avant, il y aura des amis qui vont manquer aussi les maisons à louer. Donc lorsqu'on a une maison avec 2 étages, 3 étages, on peut retrouver 4 appartements ou 5 appartements. Ça permet aussi à d'autres familles de s'y habiter. Dans les normes, on doit avoir les étendues parce que là où quelqu'un doit vivre, on doit trouver dans la parcelle la verdure. C'est-à-dire que nous avons l'espace vert. Cet espace est composé de fleurs, pelouses, des arbres et tout. Voilà. Et la maison doit respirer. Nous devons chercher à créer des espaces. Parce que sans espace, donc même pour notre santé, ce n'est pas bon. Quand on grandissait, on voyait partout il y avait des arbres. Mais aujourd'hui, on a tout coupé pour vendre que les espaces. Parmi les raisons, il y a également le manque de logements sociaux, ce qui entraîne des conséquences socio-économiques et sanitaires majeures. Nous avons ces problèmes de réchauffement climatique avec la chaleur qui est récurrente aujourd'hui à Kinshasa. Ce n'est pas en vain que la nature doit devenir une sorte d'inspiration pour permettre à ce que nous puissions avoir une respiration saine. La santé également a perdu le rang le plus prioritaire au profit de ceux qui ont besoin de construire à leur manière. Vous verrez dans ces immeubles-là, 3 à 4 niveaux, il n'y a pas d'ascenseur. Comment est-ce que les gens accèdent à ces appartements qui sont construits là-bas? Déjà, au 3e niveau, ce sont les marches. Quelqu'un ne peut pas, à un certain âge, on ne peut pas. Autrefois, le ministère de l'Urbanisme et Habitat de la République démocratique du Congo avait relevé un déficit de 4 millions d'unités de logements et est obligé de construire près de 265 000 unités de logements par an pour remédier à cette problématique. Entre-temps, la population s'est contente d'observer. Et quand la santé publique dit stop, le porte se ferme automatiquement et sans débat. À Limité, par exemple, l'entreprise Ravensar a été scellée en urgence après une opération conjointe de la Comco et de la Corep pour non-conformité sanitaire et risques graves des consommateurs. Pour les consommateurs, plutôt, on en parle à travers ces reportages de Rodépanda. Cette intervention, exécutée par les officiers de la police judiciaire, agissant sous l'instruction de la Comco et de la Direction générale de la Corep, a conduit au scellage de l'entreprise Reven. Asral, spécialisée dans la fabrication de la boisson énergisante, communément appelée Moutou Rouge ou Power. L'OPJ de la Comco, Jean Saya, donne les raisons de ce scellage. Dans les laboratoires, il a été découvert dans ces produits-là sildenafil, qui est un produit nocif. Lui avait déjà été interdit dans les pays limitrophes de la RDC. Voilà pourquoi nous procédons, selon l'instruction du procureur, au scellé de cette
industrielle. À la suite d'analyses effectuées en laboratoire par les services compétents de contrôle sur la qualité, il a été constaté la présence de sildenafil, une substance pharmaceutique généralement utilisée comme aphrodisiaque. L'OPJ de la COREP, Gossen Moussengeli, explique. L'ordre a été donné par notre directeur général de la COREP et nous sommes venus pour exécuter. Face à ces constats alarmants, la COMCO et la COREP, avec l'appui des autorités judiciaires compétentes, ont procédé au scellage immédiat de l'établissement afin de mettre fin à la production et à la distribution de ce produit dangereux, protéger la santé des consommateurs, permettre la poursuite des enquêtes en vue de sanctions appropriées. Un rapport détaillé sera transmis aux instances compétentes pour la suite à donner. Les autorités appellent la population à une plus grande vigilance face à la consommation de ces produits non certifiés et encouragent les citoyens congolais à signaler tout produit suspect au service de contrôle. 8 mois, presque 100 véhicules sur l'avenue de l'université. Des détours devenus une nouvelle norme, des déchets en décoration permanente et des motos comme seuls survivants du trafic entre ponts promis et jamais apparus, des habitants à bout de patience. La route vers la solution semble elle aussi en chantier. Gaëtan Magalano. 8 mois, 8 longs mois sans voir le moindre véhicule traverser ces tronçons de l'avenue de l'université entre Kikwit et le rond-point Eloïzo. En cause, une route complètement dégradée. nzela ode ya babosa nango banda kala bato souffrir makasi mituko elekaka lisusu te bato makolo banda yolo kuna na kapela tibo makolo. Pour se déplacer, il faut désormais contourner, rallongeant trajet et souffrance. Sur place, un autre fléau s'installe, de montagnes de déchets, source de maladies pour le riverain. Zana batemo ba tiko bela maladie ezobima bambuma wana o ezokena ba hôpital minene wana. Dans ces chaos, seul le tricycle et moto tentent de maintenir un semblant de mobilité. Et comme si cela ne suffisait pas, le pont sur la rivière Kalamo, détruit pour construction depuis plusieurs mois sur l'avenue Victoire, reste à ces jours un chantier fantôme. 3 mois, c'est l'explication. Mais si le lot, nous allons en avril, mois de mai, face à cette double peine, les habitants lancent un cri d'alarme. À Kinshasa, entre routes impraticables et routes inachevées, c'est tout un quotidien qui s'effondre, parfois dans des embouteillages. La RDC active sa diplomatie économique pour booster l'entrepreneuriat des jeunes. En mission à Washington, le ministre des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo, a enchaîné les échanges avec des partenaires financiers internationaux en vue de mobiliser des fonds nécessaires pour le programme présidentiel Debout Jeunes Congolais. Jessica Bassel à travers ses commentaires de Blaise Bokokia. À Washington DC, dans les couloirs feutrés des grandes institutions financières, une séquence stratégique se joue, loin des projecteurs. Une séquence où se croisent diplomatie, économie et ambition politique. Objectif, trouver les moyens de financer l'avenir entrepreneurial de la jeunesse congolaise. À la manœuvre, le ministre Justin Kalumba Mwanangongo, un homme, une mission. Convaincre, structurer et mobiliser. Car derrière ce déplacement, il ne s'agit pas simplement de rechercher des financements. Il s'agit de poser les bases d'un nouveau modèle économique. Tout commence à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Une dynamique s'enclenche. Une table ronde nationale sur l'entrepreneuriat, puis une étape décisive, validation du programme en Conseil des ministres. Le cap est désormais clair. Faire des Debout Jeunes Congolais des instruments concrets de transformation économique. Derrière cette dynamique, une vision politique assumée, celle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, l'enjeu est d'aligner les institutions, de structurer les interventions et d'assurer la cohérence de l'action publique. Avant de se tourner vers l'international, une étape essentielle s'impose. En ligne de mire, le 30 juin, date prévue pour le lancement officiel du programme Debout Jeunes Congolais.
Un nouveau cap pour la RDC sur l'échiquier africain. Les Zimbabwe a officiellement transmis les flambeaux du réseau africain de la commande publique à la RDC. Richard Kalala, Marthe Mangaza sur ces images de Tony Juma. C'est officiel. La RDC portera la voix de l'Afrique au sein du RACOP. Lors de la cérémonie remise-reprise tenue ce lundi 27 avril à l'hôtel du gouvernement, Armand Chamala, président du conseil d'administration de l'autorité des régulations du marché public, a officiellement pris ses fonctions de nouveau président du réseau africain de la commande publique RACOP après son élection par ses pairs évaluée à 65% de voix. Dans un passage de flambeau pacifique avec le président sortant, Rousseau Clever, les regards sont déjà tournés vers l'avenir pour le nouveau président du RACOP qui annonce déjà les priorités pour l'exercice 2026. C'est d'abord la redynamisation du réseau pour la commande publique de la République démocratique du Congo. Il y a l'inclusion des femmes, des jeunes, des personnes handicapées, des populations autochtones dans les marchés publics. Il faut que ces gens-là trouvent leur place. Il y a l'objectif de la digitalisation. Ça permet aussi de diminuer la fraude et la corruption. Et aussi le besoin de l'intégration au niveau africain. Il faut qu'on mette des mécanismes en place qui permettent que les appels d'offres lancés dans un pays africain soient très facilement, si pas immédiatement accessibles aux ressortissants d'autres pays africains. La présentation du symbole de son gouvernorat à la tête du RACOP au directeur de cabinet adjoint de la première ministre n'est pas passé inaperçu. Cette torche du réseau africain de la commande publique qui va rester dans notre pays jusqu'à la fin de notre mandat. Des présents offerts au président sortant du RACOP et à Modeste Yameogo, actuel vice-président du RACOP, ont marqué ce moment juste avant la photo de famille. Et Kinshasa, au cœur des discussions régionales, des ateliers de haut niveau ont été ouverts par le ministre de l'intégration régionale, Floribert Anzoulouni, pour accélérer la ratification des 3 protocoles commerciaux clés de la SADC, une étape stratégique visant à renforcer l'intégration économique de la RDC dans l'espace Afrique australe. On en parle dans ses commentaires de Diane Balaka. Organisé avec l'appui de la coopération allemande, ces assises réunissent des représentants des ministères, des députés nationaux et des acteurs du secteur privé autour des protocoles sur les commerces des biens, des services, ainsi que sur les transports, communications et météorologie. Dans son allocution, le ministre Floribert Anzoulouni a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de l'intégration régionale. Face aux défis du continent, la République démocratique du Congo considère l'intégration régionale économique non seulement comme une priorité, mais aussi comme une des voies essentielles pour sécuriser notre avenir. La secrétaire exécutive adjointe de la SADC a insisté sur l'objectif de ces travaux. Notre engagement avec vous au cours de ces 3 prochains jours sert un objectif clair qui est d'assurer que les hauts fonctionnaires techniques comprennent l'importance et les opportunités qui sont disponibles pour l'accession de la République démocratique du Congo à la zone de libre-échange de la SADC. L'ambassadrice adjointe de la République fédérale d'Allemagne en RDC a relevé les retombées économiques attendues à ces assises. Le secrétaire général au ministère, le professeur Daniel Makiese, a rappelé que ces 5 jours d'échange visent à renforcer la compréhension des instruments régionaux au bénéfice des populations. Moderniser la mémoire et la dignité des anciens combattants, eh bien, c'est l'ambition qui conduit le ministre délégué à la Défense Eliezer Ntambwe-Mposhi en mission d'échange d'expérience au Caire en Égypte. On en parle avec Serge Merlemata. Poursuivant son séjour de travail dans la capitale égyptienne, les ministres délégués à la défense nationale, chargés des anciens combattants, Eliezer Ntambwe-Mposhi s'est rendu à la direction de l'association des anciens combattants et des victimes des guerres pour des hommages aux anciens combattants égyptiens. S'y place l'officier de l'armée égyptienne à saluer la détermination des ministres délégués à la défense nationale, Eliezer Ntambwe-Mposhi, pour sa collaboration dans ce secteur. Cet officier a par l'occasion réaffirmé la disponibilité de son pays à partager l'expérience avec la RDC. Très ému, les ministres délégués à la défense nationale, Eliezer Ntambwe-Mposhi,
a mis un accent sur la quintessence de son séjour, les travaux dans la ville égyptienne. Lors de cette rencontre, grâce aux images projetées dans la salle, le ministre délégué à la Défense nationale et les Etombe Pochi a reçu toutes les explications sur la gestion des anciens combattants égyptiens. Ils sont suivis l'échange des présents symboliques dans un climat fraternel. Pour lier l'utile à l'agréable, le ministre délégué à la Défense nationale et les Etombe Pochi a visité tour à tour la salle historique, les centres de dialyse et des physiothérapies, l'usine des prothèses et fabrication des béquilles, ainsi que la salle des sports. Nous sommes en train de poser les bases de la structure des anciens combattants chez nous. Voilà pourquoi, après la France et le Maroc, nous sommes ici au cœur en Égypte pour apprendre, pour faire mieux chez nous. Cette visite a permis à la délégation congolaise, conduite par les ministres délégués à la Défense nationale, de mûrir des réflexions sur la gestion des anciens combattants en RDC. Et à Kikwit, dans le Kwilu, les coupures d'électricité ont trop duré pour rester une fatalité. Eh bien, autorités locales, la SNEL et la société civile se mobilisent autour du maire intérimaire pour réorganiser les réseaux électriques et redonner du souffle à la centrale hydroélectrique de Kakobola. Yvette Mapuntima. À Kikwit, province du Kwilu, les lignes bougent pour améliorer la desserte en électricité. Réunis autour du maire intérimaire Charlotte Lula Moussoui, autorités sécuritaires, société civile et SNEL SA ont planché sur une priorité, assainir les réseaux et optimiser l'énergie produite par la centrale hydroélectrique de Kakobola. Au cœur des échanges, les instructions fermes du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Aimé Molendo Sakombi, qui consiste à viabiliser, élargir et booster la distribution du courant pour soutenir le développement de la province. Bon, la société civile était tellement contente d'apprendre que la SNEL prend les choses en main, puisque la SNEL a l'expertise. La SNEL, c'est une société nationale et cette notabilité était vraiment contente de voir que non, voilà, actuellement c'est la SNEL qui prend les choses en main. Bon, nous avions reçu cette question-là de la part de la notabilité, puisque la population se posait des questions. Puisque, vous savez, ça fait quand même plusieurs années que cette population-là attendait l'effectivité de ce projet. Et au jour d'aujourd'hui, je vous confirme que c'est une électricité venant de la centrale de Kakobola. Dans la foulée, la délégation de la SNEL SA a échangé avec la société civile locale pour vulgariser cette nouvelle dynamique. À Kikwit, le courant ne doit plus être un luxe, mais un moteur de développement. Une nouvelle page s'ouvre pour l'Église catholique dans les diocèses de Wamba. Dans une cérémonie empreinte de solennité et de ferveur, le nouvel évêque a officiellement pris possession de son siège épiscopal. C'était hier dimanche 26 avril au cours d'une messe dite par le cardinal Fridolin Ambongo. Images et commentaires. L'événement a été marqué par plusieurs moments forts de dévotion, lecture de textes du Saint-Siège en lien avec la cérémonie, mais aussi des moments de recueillement. Dans son sermon, le cardinal Fridolin Ambongo, qui a présidé la messe, a appelé le fidèle, les religieuses et religieux à l'unité afin de bâtir le diocèse en collaboration avec les autorités civiles pour la paix. Refusez l'esprit de division, dépassez les blessures passées et engagez-vous résolument au service de l'unité, de la communion autour de votre évêque. Car une église divisée obscurcit le visage du Christ, tandis qu'une église unie le rend visible et crédible aux yeux du monde. Une fois les cérémonies religieuses terminées, le différent discours dont celui du haut représentant du président de la République, Max Nussan Amadou formule, levé de voir le nouvel évêque devenir artisan de paix. Je suis convaincu que vous saurez bâtir une véritable famille diocésaine fondée sur le respect mutuel, la confiance et l'amour de Christ dans un esprit authentiquement synodal. De son côté, le délégué du gouverneur de province a plaidé auprès des délégués du Saint-Siège à revoir la délimitation du diocèse en Ituri. Intercéder sans cesse en faveur de notre pays, la RDC en général, plus particulièrement pour la province de l'Ituri. Une plaidoirie renforcée par la plupart des notables de Mambasa. Guilain Lobeya estime que Mambasa mérite d'être érigé en chef-lieu du diocèse pour plusieurs raisons. L'interprète de Mambasa et les infrastructures seront construites. Première prise de parole, il a loué la qualité de la route au niveau de Mambasa et il ne s'attendait pas à ça.
Notons que plusieurs délégués de l'Assemblée nationale, du gouvernement du Haut-Ouélé, de notables venus de partout, ont répondu présents à ces rendez-vous à côté de plusieurs milliers de fidèles catholiques. Quelques délégués ont remis des cadeaux au nouveau prélat de l'église de Wamba, dont le dignitaire d'État Saïd Chichombo, qui a remis une voiture à côté de la Jeep remise par le diocèse de Bounia, y compris celui du ministre de Mines, Louis Watoum Kabamba. Entre hashtags qui dérapent et mots qui blessent sur les réseaux sociaux, les femmes ont décidé décidément de sortir du mode commentaire pour passer en mode action. Ce matin, elles ont porté leur indignation auprès du ministre d'État, ministre de la Justice, Guillaume Gueffa. Idi Tchala nous en parle dans ses reportages. Des pas qui écrasent l'indignation, des regards qui traduisent la condamnation dans un élan de solidarité. C'est le résumé de cette marche de protestation. Une marche pacifique organisée lundi par la coordination de la Marche mondiale des femmes. Partie de la place royale, la mobilisation a rassemblé femmes et hommes venus dénoncer avec vigueur les propos sexistes et injures proférés contre la première ministre Judith Souminois. La procession s'est dirigée au ministère de la Justice, où une délégation a été reçue par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Au cours des échanges, les manifestants ont exigé des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces dérives. Il n'y a aucune tribu, aucun clan, aucune culture qui tolère un tel comportement. La femme mérite respect, la femme mérite dignité, et le respect ne se négocie pas. Nous estimons que des sanctions appropriées seront prises à l'endroit de ces comportements pour que nous tous aussi nous pouvons vivre en paix. Nous désapprouvons ces comportements. Mais nous sommes rassurés qu'il y a un travail de fond qui est en train de se faire. Et nous sommes contentes et contents. En réponse, le ministre d'État, ministre de la Justice, a rassuré que les dispositions sont déjà prises afin de prévenir la répétition de tels actes. La marche s'est ensuite poursuivie jusqu'à la primature où les manifestants sont allés exprimer leur solidarité à la chef du gouvernement. En RDC, le secteur de la santé entre dans l'ère du numérique. L'intelligence artificielle commence à remplacer les dossiers papier grâce à Snapiform, une innovation qui automatise la collecte et le traitement de données sanitaires. On en parle dans ses commentaires de Vital Mpaga. L'intelligence artificielle avance à pas de géant dans tous les domaines et la paperasse ne peut résister devant ces rouleaux compresseurs. À Kinshasa, les acteurs du secteur planchent sur une révolution numérique pour moderniser la gestion des données sanitaires encore manuelles et sujettes aux erreurs. Au cœur de l'innovation Snapiform, une solution de l'IA capable de scanner, extraire et orienter les données jusqu'à la plateforme DHS2. En effet, nous avons réuni un parterre de participants du secteur de la santé pour justement présenter les résultats du pré-test d'un outil innovant qui a été mis en exergue par la division de soins de santé primaire afin d'améliorer la qualité des données et surtout gagner en temps. L'IA permet donc de gagner du temps jusqu'à 80% de la réduction de la saisie tout en améliorant la fiabilité des données. Nous nous sommes appuyés sur une plateforme Telegram sur laquelle nous avons logé un utilitaire qui permet simplement à un utilisateur, à un data manager de prendre simplement la photo de son canevas rempli. Une fois cette photo est prise, directement les données sont téléchargées dans la plateforme DHSD qui est la plateforme nationale pour la transmission des données sanitaires. Soutenue par PAT, cette initiative marque une avancée majeure vers une digitalisation du système national d'information sanitaire et par-delà le changement du visage du secteur de la santé, mais aussi sa revitalisation. La RDC renforce son engagement pour la nature. Les PNUD de 6 autres organisations communautaires ont signé des accords majeurs pour la conservation de la biodiversité. C'était lors d'une cérémonie présidée par les représentants résidents du programme en présence des délégués du ministère de l'Environnement, Redépenda.
Les 6 accords signés le vendredi 24 avril à Kinshasa concernent les organisations communautaires des provinces de l'Équateur, Nord-Kivu, Haut-Katanga et Maïndombe. C'est une preuve de l'engagement du PNUD à promouvoir un développement inclusif et durable en travaillant en synergie avec les communautés locales. Damien Mama, représentant résident du PNUD, a salué ses partenariats avec les organisations locales et souhaite voir ces accords ouvrir d'autres opportunités pour ces communautés consacrées aux activités agricoles. Pour Joseph Ezoua, team leader de la division croissance inclusive et développement durable au sein du bureau pays du PNUD, ces organisations ont désormais des moyens de leur politique pour des actions avec plus d'impact sur le terrain. Et aujourd'hui, ces récipiendaires viennent de signer cet accord qui leur permet d'avoir accès à des ressources pour pouvoir mener en fait les activités qu'ils ont soumises dans le cadre en fait de cet appel à manifestation des terrains. Le représentant du ministère de l'Environnement, Jean Ilunga, réitère la détermination des institutions qui financent ces projets à faire les suivis, surtout avec les initiatives qui seront entreprises à la base par les bénéficiaires. Nous faisons de notre mieux pour suivre le plus de projets possible, pour voir réellement ce qui se passe sur le terrain. Dieli Monchire Mwenge, bénéficiaire et membre des organisations des autochtones, reste confiant en ces projets qui restaurent l'identité des peuples autochtones pour l'amélioration des conditions de vie dans leurs milieux respectifs. Et toutes ces valeurs-là, ces projets viennent pour renforcer ces processus qui est un peu en vue de la promotion de l'identité culturelle des peuples autochtones, en vue de la promotion des appareils dans les pays. Les acteurs de la société civile dans le secteur de l'environnement et les partenaires techniques à travers ces 6 accords de subvention devront promouvoir la conservation de la biodiversité et la résilience climatique en RDC. J'en parlais tout à l'heure dans le titre, le voici en images et commentaires. La RDC actionne sa révolution numérique lancée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les travaux des états généraux des postes et télécommunications sont appelés à réformer en profondeur les secteurs et lancer la poste, améliorer la connectivité et aligner les pays sur la vision RDC Digital Nation 2030. On en parle avec Pierre Kibambeso Moïsa. Un ambitieux programme. Les États généraux des postes et télécommunications visent à réformer les secteurs, réduire la fracture numérique, améliorer la connectivité dans les 145 territoires de la RDC et définir des orientations stratégiques. Les assises sont organisées par le gouvernement du 27 au 29 avril 2026 au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son discours d'ouverture des travaux, le chef de l'État a relevé toute l'importance des États généraux des postes et télécommunications pour la RDC dans le monde actuel en pleine mutation. Face aux enjeux des collectivités territoriales avec l'exigence de cohésion nationale, de croissance économique, de gouvernance publique ainsi que de sécurité et de souveraineté. Nous ne pouvons plus accepter que la fracture numérique continue de reproduire, voire d'aggraver, les fractures territoriales, sociales et économiques de notre pays. Le temps est venu d'en faire, au contraire, un levier de correction des inégalités, un instrument d'intégration nationale, un accélérateur de développement. Car en définitive, moderniser les postes et les télécommunications, ce n'est pas seulement réformer un secteur, c'est préparer la croissance. C'est élargir les opportunités, c'est renforcer la souveraineté, c'est mieux intégrer la nation, c'est donner à la République démocratique du Congo les moyens d'être pleinement actrice de son siècle. Sur cette conviction, je déclare ouverts les États généraux des postes et télécommunications. Le président de la République attend des États généraux des postes et télécommunications les premières du genre en RDC, un dialogue complet, une feuille de route réaliste, raisonnable et un cadre permanent de concertation. Ces États généraux doivent aboutir à un plan stratégique national des postes et télécommunications de la RDC. Auparavant, les différents intervenants, le président du GSMA Afrique,
le premier vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes et le ministre des Postes et Télécommunications, José Mpanda Kabangu, ont dans leurs allocutions planché sur le bien fondé et les attentes des États généraux des Postes et Télécommunications, placés sous le thème « Les postes et télécommunications vecteurs de croissance économique et du développement ». Le ministre José Mpanda a remis au président de la République un cadeau sur lequel sont consignés les objectifs de son ministère par rapport aux enjeux d'amélioration